Le laboratoire d'excellence ESEP pour exploration spatiale des environnements planétaires a été créé en 2010 dans le cadre du programme des investissements d'avenir. Dans le cadre de la structuration de la recherche en France, le LabEx se situe entre les tutelles nationales comme le CNRS ou le CNES qui est un partenaire d'ESEP, les établissements régionaux qui sont les tutelles universitaires comme PSL, porteurs d'ESEP, les établissements coordinateurs qui est l'Observatoire de Paris, les laboratoires au sein de ces établissements et enfin les équipes de recherche qui sont pour le LabEx ESEP les lieux où se crée et se développe la recherche. Le laboratoire d'excellence ESEP a travaillé dans 3 thématiques principales que sont la planétologie, l'étude des exoplanètes et la météorologie de l'espace. Dans ces thématiques, 3 activités ont été menées, de recherche proprement dite, d'enseignement, souvent lié à la recherche, et enfin de communication vers le grand public avec des expositions et des activités culturelles. Enfin, ces activités sont menées avec un but principal qui est le développement d'une nouvelle instrumentation pour le spatial à travers le soutien qu'apporte le LabEx. ESEP est un réseau de 9 laboratoires en Île-de-France et à Orléans, qui sont eux-mêmes sous les différentes tutelles universitaires qui sont présentées sur cette diapositive. Cette complexité structurelle est aussi un atout dans la mesure où, d'une part, les compétences variées des laboratoires, mais aussi des différentes tutelles, a permis à ESEP d'avoir une dimension qui aille au-delà de la simple activité d'un laboratoire ou de quelques laboratoires sur un seul projet. Le fonctionnement du LabEx est, comme pour toute structure de recherche de ce type, composé d'un comité exécutif assisté d'un bureau qui suit au jour le jour les activités du LabEx et développe dans les différents laboratoires, selon les recommandations données par le comité scientifique, les projets qui ont été sélectionnés. Un comité scientifique qui donc sélectionne sur appel d'offres les projets de manière annuelle et donne la stratégie scientifique à moyen terme du LabEx. Un comité des tutelles où sont représentées toutes les universités présentes dans ESEP, contrôler l'activité du LabEx et vérifier que ces objectifs étaient menés conformément au plan initial. Enfin, un Science Advisory Board a été créé au niveau international afin de définir une stratégie et de pouvoir mener les activités d'ESEP dans un cadre international. Quelles sont les réalisations du LabEx ESEP au cours de ces 10 ans? Elles sont principalement menées en termes de ressources humaines dans les différents laboratoires du LabEx. D'abord dans des contrats doctoraux, puisque les contrats doctoraux ont été financés ou cofinancés dans tous les domaines menés par ESEP, des contrats postdoctoraux et enfin des contrats de CDD d'ingénieurs pour l'instrumentation dans les laboratoires. En plus des ressources humaines, ESEP a financé des projets instrumentaux dans plusieurs laboratoires sur des développements nouveaux dans l'activité spatiale de ces laboratoires. Et dans sa deuxième phase, à partir de 2015, ESEP a financé des projets de nanosatellites, un domaine nouveau dans lequel ESEP a été particulièrement moteur dans son activité. En dehors de la recherche proprement dite, ESEP a financé des activités d'enseignement et en particulier d'enseignement en ligne sur un site dédié et également des activités de communication avec expositions et actions culturelles menées à travers le LabEx. Enfin, le LabEx ESEP a financé à travers le Centre de technologie pour le spatial sur le site de Meudon, un centre spatial pour l'université PSL et le développement de projets de nanosatellites. ESEP a mené ses activités grâce à un budget de 4 millions répartis sur 10 ans et entre ces 9 laboratoires, répartis selon la planche qui vous est montrée avec d'activités de recherche proprement dites, auxquelles s'ajoute une partie pour les nanosatellites qui sont à cheval entre la recherche et les stages d'enseignement, des activités d'enseignement proprement dites et de communication. En termes d'animation scientifique, le LabEx ESEP a mené tous les ans l'organisation d'une ce qu'on appelait une journée ESEP, une journée scientifique ouverte vers l'extérieur et les scientifiques au-delà même du périmètre du LabEx dans différentes thématiques, celle d'ESEP sur la météorologie de l'espace,
les exoplanètes, la planétologie, les nanosatellites. Et ces journées ESEP ont été un succès qui a permis au LabEx de conduire d'une part la présentation de ces activités et également d'inciter les laboratoires à proposer en réponse aux appels d'offres des nouvelles propositions. Je m'appelle Christelle Briouat, je travaille au laboratoire de physique et chimie de l'environnement et de l'espace, le LPC2E, à l'Université d'Orléans. L'un de nos projets phares s'appelle le Cosmorbitrap, qui a pour but en fait de développer pour le spatial, de faire voler ce petit instrument qui est un cellule orbitrap, de le spatialiser pour des missions spatiales vers des environnements futurs pour comprendre principalement donc la chimie organique mais aussi minérale en fait des lieux qui vont être analysés par les missions. Le projet Cosmorbitrap est un projet multilabo. Il est principalement au LPC2E, mais deux autres labos spatiaux sont impliqués, le LISA et le LATMOS, mais également l'IPAG et le CSNSM. Pour faire voler ce petit instrument, en fait, il faut toute l'électronique pour le faire fonctionner, et puis des cartes d'acquisition, traitement des données, acquisition de bord. Et c'est dans ce cadre-là que l'ESEP a particulièrement soutenu aussi ce projet Cosmorbitrap, notamment en nous offrant la possibilité d'avoir un ingénieur CDD pendant 2 ans qui a travaillé sur les cartes d'acquisition-traitement. Je suis François Leblanc, chercheur au LATMOS. Je travaille sur l'exploration des atmosphères planétaires. Et pour ce faire, je travaille aussi sur un développement d'une technologie un peu nouvelle qui utilise des nanotubes de carbone. La surface noire est composée de milliards de nanotubes de carbone. Et ce qu'on essaie de développer dans mon laboratoire, c'est des technologies un peu innovatrices pour émettre des électrons à partir de ces nanotubes de carbone pour avoir une consommation bien moindre que ce qui se fait aujourd'hui. Et l'usage qu'on veut en faire, c'est surtout pour soit mesurer l'environnement des objets planétaires du système solaire, soit pour les utiliser sur des satellites pour pallier un certain nombre de problèmes que rencontrent les satellites dans l'espace. On est parti de zéro. Et grâce à ESEP, effectivement, on a réussi à développer tous ces dispositifs et les tester et démontrer que cette technologie a toutes ses valeurs et tout son intérêt, tel qu'on espérait le démontrer. Je suis Monsieur Maestrini, je suis co-investigateur sur l'instrument SWI de la sonde JUICE de l'ESA. Et en juin 2016, le LERMA a été chargé par l'Institut Max Planck pour la recherche sur le système solaire de réaliser la partie haute fréquence du canal à 1200 GHz de SWI, qui est un instrument hétérodyne submillimétrique. SWI ne comportait que 2 canaux à 600 GHz, puisqu'il n'existait pas de démonstrateur européen à 1200 GHz. La substitution d'un des canaux à 600 GHz par le canal à 1200 GHz réalisé par le LERMA va augmenter de façon considérable le retour scientifique de l'instrument. Et ce succès est l'aboutissement de plus de 10 années de recherche sur l'électronique terahertz menée au LERMA en partenariat étroit avec le Centre de nanostructure et de nanotechnologie situé à Mercoussis et soutenu pendant de nombreuses années par le CNES. L'ESEP a financé entre 2013 et 2016 une thèse au LERMA, la thèse de Diego Moro-Melgar, qui a contribué significativement à cette réussite de l'électronique terahertz made in France. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. Voilà. Elle est disparue. Bravo. Ça c'est des nuages ça, du ciel bleu. Ouais, c'est des nuages.
Alors le projet Pixat est né en 2015 lors d'une conférence et on parlait d'une étoile assez connue qui s'appelle Beta Pictoris. Et lors de cette conférence, les différents membres de l'Assemblée ont dit qu'ils s'attendaient à ce que la planète, qui avait été découverte quelques années plus tôt, allait transiter devant l'étoile. Donc à partir de là, ils se sont dit comment on allait faire pour trouver cette planète, qu'est-ce qu'on pouvait faire mettre au point comme stratégie d'observation. Une propriété de cette étoile est qu'elle est très proche de la Terre, donc elle est très brillante. On n'a pas besoin d'avoir un miroir très très grand pour pouvoir recevoir les photons qui viennent de cette étoile. Donc un petit CubeSat dans une enveloppe de 10 cm avec un petit miroir inférieur à 10 cm était une solution tout à fait envisageable. Oui, là, il est beau celui-là. Mais il y a un truc qui est passé, ouais. Quatrième. Ah ouais, non mais c'est bon, hein. C'est bon. Bravo. Je suis Boris Segret, ingénieur système des ZEP. Nous sommes ici dans la salle Promesse. C'est un acronyme pour Profil de mission et enseignement en sciences spatiales. Cette salle a été décidée par ESEP, je l'ai conçue et mise en place en 2016 et j'ai commencé à l'utiliser avec les équipes projet en 2017. Notre priorité, c'est les nanosatellites et au format dit CubeSat. Dans nos laboratoires, nous avons déjà les compétences pour développer des instruments à cette échelle. Mais avec les CubeSat, nous devons acquérir de nouveaux savoir-faire et faire le reste du satellite, le contrôle d'attitude et d'orbite, générer l'énergie, faire les télécommunications, sans oublier les opérations sol. Alors en ce moment, nous travaillons sur le profil de mission du CubeSat Birdie 1. C'est une mission interplanétaire, mais dont le démonstrateur est en orbite terrestre. Donc nous examinons plusieurs options. Faudra-t-il démontrer les choses en orbite basse terrestre ou sur une orbite de transfert géostationnaire? Faudra-t-il utiliser la bande UHF ou la bande S? Et puis en même temps, à cette occasion, l'équipe Birdie apprend à se connaître et à interagir parce que justement Birdie inclut des collègues de Taïwan et Promesse dispose des capacités de vidéoconférence et d'échange de fichiers. Donc en séance, nous échangeons des modèles et nous en discutons. Par contre, nous n'avons pas encore trouvé la solution face au problème de décalage horaire et quand nous planifions les sessions, il faut quand même tenir compte des 6 heures de décalage entre la France et Taïwan. Je suis Jean-Pierre Le Breton et je travaille sur l'installation PEPSO, qui veut dire propulsion électrique plasma spatiaux à Orléans, qui est une adaptation d'une grande chambre dans laquelle il y a des tests de moteurs ioniques de propulsion au plasma. Pour cette installation PEPSO, nous avons ajouté une source à plasma qui permet de recréer un environnement de plasma type ionosphérique pour tester des CubeSats. Notre objectif, c'est de tester les méthodes de diagnostic pour des conditions de plasma autour d'un CubeSat. Dans le cadre de l'ESEP, on a développé un projet étudiant pour permettre de former les étudiants aux méthodes de diagnostic des plasmas et aux méthodes d'analyse de données. Dans cette installation Pivoine PEPSO, nous avons fait une série de tests avec des étudiants de master et ce qui leur a permis de se familiariser en quelque sorte avec, entre autres, le diagnostic du plasma ionosphérique.
s'est rendu compte que les comètes sont des petits objets du système solaire qui sont extrêmement riches en matière organique, c'est-à-dire en molécules basées sur le carbone. Et on imagine que la vie est apparue sur la Terre, d'une part parce qu'il y avait des océans, il y avait de l'eau à l'état liquide sur notre planète, ce qui est une singularité dans le système solaire, et aussi parce qu'il y a des petits ingrédients, des éléments chimiques qui ont été apportés par des comètes, par des poussières cométaires, du fait de leur composition, et qui ont pu ensemencer ces océans primitifs et qui ont pu initier la chimie qui a conduit à l'apparition de la vie sur notre planète. Bonjour, je m'appelle Françoise Roch, je suis astronome à l'Observatoire de Paris, au LESIA, et je vais vous présenter les ressources numériques que nous avons pu créer grâce au LabEx ESEP. Ce sont des sites pédagogiques en libre accès, réalisés avec des enseignants-chercheurs partenaires du LabEx ESEP. Donc il y a d'abord un site sur les exoplanètes qui s'adresse aux enseignants et aux étudiants de lycée. Donc ce site contient un catalogue des exoplanètes avec leurs paramètres et des cours et des exercices, des animations. Le deuxième site s'appelle Sciences pour les exoplanètes et les systèmes planétaires, c'est le site que vous voyez derrière moi. Il s'adresse plutôt aux étudiants de niveau licence et il contient des cours donc, de sciences planétaires. Il y a 18 chapitres et ça concerne les méthodes de détection et les propriétés des exoplanètes. C'est un livre numérique, donc il a l'avantage de pouvoir être remis à jour régulièrement. Ces ressources sont utilisées pour une formation à distance qui s'appelle Lumière sur l'univers, proposée par l'Observatoire de Paris. C'est une formation où les étudiants sont tutorés par des enseignants-chercheurs de l'Observatoire. Donc il y a à peu près 600 utilisateurs par mois qui accèdent à ces ressources. Et il y a à peu près 200 000 pages qui sont téléchargées par mois. Ce projet original montre son utilité et n'aurait pas pu voir le jour sans l'aide des aides. En conclusion, le LabEx ESEP a pendant 10 ans mené des recherches et soutenu des projets dans différents domaines d'activité dans le spatial avec de nouvelles instrumentations qui ont été présentées ici. Il a également permis, et cela restera dans son héritage, le développement d'un campus spatial pour l'université PSL pour le développement de nouveaux projets de nanosatellites qui se mettra en liaison avec les autres campus spatiaux d'Île-de-France et d'au-delà. Enfin, le réseau des laboratoires d'ESEP qui a été conduit et structuré permettra à ces laboratoires de poursuivre leur collaboration dans les années à venir.